Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 59e analyse consacrée à No Mercy 2016. Avant toute chose, je tiens à vous inviter à liker d'ores et déjà la vidéo si vous êtes content de voir Over the Results et si vous êtes content de voir cette vidéo d'analyse sur No Mercy 2016. Pourquoi? Parce que ça m'aiderait grandement à avoir à avoir des likes, on va dire. Et quand je dis beaucoup de likes, en fait, j'entends que vous êtes souvent, et je l'ai vu ça dans les options YouTube, vous êtes beaucoup plus là en début de vidéo qu'à la fin. Donc je me permets, si vous voulez m'aider, je me permets de le dire avant la vidéo et vous le verrez. Si vous avez aimé la vidéo, vous le mettrez à la fin. Mais si vous voulez aider un grand fan de catch, n'hésitez pas à liker d'ores et déjà la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et ça me permettra aussi de voir quelle série vous appréciez le plus sur la chaîne. Voilà, et avant de commencer l'analyse à proprement dit, encore une fois je tiens à vous rendre compte, à vous rendre attentif que Over the Results est en changement depuis 2, 3, voire même 4 maintenant émissions. Je tente des choses comme là maintenant vous le voyez au niveau de la présentation de la vidéo. À partir de la prochaine analyse sur Hell in a Cell, donc la 60e, il y aura on va dire le graphisme de la série, de l'émission qui va devenir fixe grâce à Mathéo de la chaîne WWE Universe France, donc un grand merci à lui. Et concernant la miniature, donc au niveau de la musique, vous voyez d'ailleurs, juste petite parenthèse, vous voyez que la musique a été un retour aux sources, donc c'est une musique de Hyrule Warriors que j'utilisais il y a maintenant 1 an et demi, donc je vais revenir un peu avec cette musique là. Et au niveau de la miniature, et c'est là que ça va m'intéresser cette fois-ci, c'est à ce niveau-là. Vous le voyez, c'est totalement inédit. On voit le logo, on voit ma tête sur la droite de la miniature. Il y aura un sondage en lien dans la description de la vidéo qui vous demandera si vous aimez ou si vous détestez cette miniature. Et en fonction du nombre de votes, je demanderai à mon graphiste, donc Melvin, de changer ça. Donc n'hésitez vraiment pas à voter dans ce sondage-là et à mettre en commentaire si vous aimez ou non cette nouvelle miniature. Si vous aimez, je continuerai à mettre celle-là. Si vous aimez pas, je demanderai à Melvin de changer sans aucun problème. Donc cette fois-ci, on va commencer l'analyse. Donc AJ Styles défendait son titre mondial de la WWE contre John Cena et contre Dean Ambrose dans un match triple menace comme opener. Donc là, ça m'a pas mal étonné au niveau de l'ordre des matchs, mais j'en parlerai plus tard dans le main event. Donc j'ai marqué que c'était un très bon match, meilleur que celui de Battleground de cette année, qui opposait les 3 anciens membres du Shield. Alors pourquoi? Parce que je trouve, à mon sens, que Styles, Cena et Ambrose ont un style de catch qui est plus ressemblant que les 3 anciens membres du Shield, parce que là on avait Roman Reigns qui est plutôt powerhouse, Seth Rollins qui est plutôt high flyer à la base et Dean Ambrose qui est plutôt technicien. Je trouve qu'ils sont plus faits pour être partenaires que pour être opposés, donc c'est pour ça que là j'ai trouvé que ce match était bien plus crédible, bien mieux ficelé dans l'ensemble. J'ai marqué qu'il était très bien rythmé, qu'il y avait un bon temps, que c'était fluide, et qu'il y avait peu de temps mort. Petit défaut, j'ai marqué, enfin même 2 petits défauts, j'ai marqué les Tope Suicida, fini maintenant à l'avenir s'il vous plaît. Dean Ambrose s'est loupé encore une fois, il faut arrêter parce qu'il va vraiment y avoir une fois une catastrophe. Je veux pas penser directement à être pessimiste et penser à la mort d'un catcheur, mais je suis sûr que ça peut arriver s'il continue, donc il faut vraiment qu'il se stoppe. Et j'ai marqué le truc les 2 lutteurs face font taper le champion heel qui gagne le titre, on connaît. Hein. Christophe Ajus qui dit, et je crois que c'est même Philippe Chéreau, ou peut-être même les deux, qui disent qu'on n'a jamais vu ça. C'est faux. C'est faux. C'est un grand classique, et surtout à la WWE, on connaît, ça ne passe plus. Sinon, j'ai mis Styles conserve après un coup de chaise sur John Cena. J'aurais préféré qu'il enchaîne avec un Styles Clash sur la chaise pour finir John Cena. Là, je trouve que c'était un petit peu light. Mais le match est bon, il y a quelques botches quand même, donc j'ai quand même mis la note de 9 sur 10. J'aurais pu mettre 9,5, mais je me suis dit, on va rester soft. Ensuite, deuxième match, Carmella affrontait Nikki Bella. Alors, j'ai marqué, première chose, et je vais le mettre entre parenthèses, j'ai marqué que c'était pas censé être un no disqualification match. Je l'ai pas entendu, ou j'ai pas fait attention dans l'annonce du match. Mais il me semble que c'était censé à la base être un no disqualification match. En tout cas, on n'a rien vu d'un no DQ. Hein. Je veux dire, ce match était un match simple qu'on aurait très bien pu avoir à SmackDown. Et encore, je l'aurais trouvé peut-être même mauvais. J'ai marqué que c'est un match très moyen, mais qui voit enfin une défaite de Carmella que je ne supporte vraiment plus du tout. Là, pour moi, Carmella, il faut qu'elle fasse des progrès. Parce que ça le fait pas, je la supporte pas. Donc après on va dire oui, son travail de heel est bien fait, c'est vrai, mais même dans son catch, dans son in-ring, je n'aime pas du tout, je n'adhère pas. J'ai marqué que ce match n'était pas transcendant, il y avait une mauvaise durée, mais il était quand même bien rythmé. Voilà, pour moi c'est le point positif.
j'ai mis la note de 6 sur 10, qui peut paraître élevée. Mais je vais faire comme en fait, c'était comme si ça avait été annoncé comme un match simple en fait. Je vais pas prendre en compte que j'ai lu quelque part que c'était un match sans disqualification. Sinon je l'aurais baissé à 5 sur 10. Mais voilà, j'étais pas censé le savoir, il me semble pas que ça a été annoncé, donc je mets la note de 6 sur 10. Troisième match, Heath Slater et Rhino défendaient leur titre par équipe contre les Usos. J'ai marqué que c'était un bon match sans être ouf. Encore une fois, ça a plus sa place pour moi à SmackDown. J'ai marqué que le match avait peiné à démarrer et même peiné à me plaire tout court. Sauf là, enfin, il m'a plu, mais sans plus que ça. J'ai marqué, la fin de match était parfaite, par contre, là, on n'a rien à dire. Le public, d'ailleurs, durant tout le show, à part sur un match, je crois, peut-être même 2, a vraiment été totalement ouf. Alors, un public comme ça, il en faut beaucoup plus souvent. Donc, la fin du match était parfaite, tant au niveau de l'ambiance, au niveau du public et au niveau des lutteurs qui se sont donnés à fond et qui ont rendu le match bien rythmé. Ensuite, j'ai marqué les Usos et leur envie de péter des genoux. Moi, ça me plaît, hein. Moi, il m'en faut pas plus. Les Usos, je retrouve un certain intérêt à les voir lutter et ça fait très plaisir de les voir en heel. Et j'ai mis victoire des Faces, même si ce n'est pas logique selon moi. Pour moi, les Usos devaient avoir les titres pour pouvoir entamer une rivalité contre les American Alpha. Parce que là, je pense pas qu'il y aurait un match retour, je pense. Ça fait déjà 2 défaites pour les Usos. Pour Heel Turn, pour moi, encore une fois, c'est pas logique. J'ai quand même mis la note de 8 sur 10. Pourquoi? Pour la fin, pour les Usos. Même s'il y a pas mal d'incohérences dans le match, ça m'a plu sans plus, on va dire. Ça m'a plu sans plus. Mais je mets quand même la note de 8 sur 10. On va dire que ça compense, ça balance le fait que j'ai mis qu'un 9 sur 10 pour l'opener. Ensuite, quatrième match, Jack Swagger affrontait Baron Corbin. J'ai marqué que c'était un match correct pour un show hebdomadaire, mais trop léger pour un pay-per-view. Pour moi, ça me va pas. J'ai rien à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose. Le match est pas rythmé, il est pas ouf. Seule logique dans le match, c'est qu'il y a une victoire de Baron Corbin après une triche. Pour moi, c'est normal. Et après, End of Days aussi. Pour moi, c'est normal. Ça crédibilise le fait que Baron Corbin soit heel et qu'il est un peu... Alors, je me mords la langue en disant ça, mais qu'il est un peu l'homme fort de SmackDown au niveau de la carrure. Il a besoin d'avoir des victoires, surtout contre Swagger qui est un peu au fond du trou depuis un bon moment. Donc maintenant qu'on n'a plus Big Show, qu'on n'a plus Mark Henry qui sont du côté de Raw et que Kane est au point mort également, je trouve que Baron Corbin doit être crédibilisé et ce match-là et cette victoire-là était nécessaire pour lui. Mais je suis pas du tout emballé, donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Ensuite, cinquième match, Dolph Ziggler contre le Miz dans un match carrière contre titre intercontinental. J'ai marqué rien à dire. Pourquoi? Parce que ce match est parfait. Pour moi, on a enfin un match parfait. J'ai pas vu de botch, il y a des imprécisions dans les prises, mais est-ce qu'on peut appeler ça des botch? J'en sais rien. J'en ai pas vu. Dolph Ziggler sous ses grands jours, ça fait très longtemps qu'on l'avait plus vu comme ça. Le Miz, encore une fois, énorme. Ça me fait un petit peu chier qu'il ait perdu son titre parce que oui, Dolph Ziggler a remporté le match après un match juste dingue. Ça me fait chier que le Miz n'ait plus son titre intercontinental, mais je pense que la rivalité va continuer et c'est une très bonne chose. J'ai peur que Dolph Ziggler perde son titre rapidement, que ce titre soit juste là pour dire oui, tu n'es pas à la retraite, donc maintenant tu peux le perdre, il n'y aura aucune conséquence. Le Miz va peut-être redevenir champion intercontinental. J'aimerais pas, même si j'adore le Miz, je trouve que Ziggler mériterait cette fois-ci un bon règne de champion intercontinental. S'il continue comme ça, on veut pas avoir le Ziggler de début 2016, pour moi ça me va pas du tout. Donc, et même de 2015. Donc à voir, au niveau du match, l'ambiance était parfaite, le public énorme. J'avais plus vu ça depuis, je pense, WrestleMania 31, Money in the Bank 2011 avec le match entre Punk et Cena. Il fait partie maintenant, je pense, des classiques. Pour moi, c'est le... Alors, je le dis sans honte, je porte mes couilles. C'est le match de l'année. Et surtout le match de l'année au niveau de l'ambiance dans le main roster. Voilà, j'ai mis à 10 sur 10, ça, je pense que ça va étonner personne. Ce match m'a foutu les frissons, c'était incroyable. Voilà, je veux voir des matchs comme ça plus souvent, c'est ce qui me fait aimer le catch, vraiment, donc 10 sur 10 et c'est mérité. Ensuite, Alexa Bliss contre Naomi, alors j'ai marqué match horrible, pas de rythme, l'adversaire, donc Naomi, pas logique du tout. Et en plus, qu'est-ce qu'on a à la fin? Une victoire de Naomi sur un botch, sur un petit paquet. Qui est juste... Non, c'est indigeste. On peut pas voir ça. J'ai marqué que c'était dégueulasse. Donc j'ai mis la note de 3,5 sur 10. Et enfin, le main event, Bray Wyatt contre Randy Orton. Alors à quel moment je dois rire? Je l'ai marqué sur Twitter, ça. C'est pas logique du tout qu'on ait ce main event là. Pour moi en fait, c'est Bray Wyatt contre Randy Orton qui va enfin gagner un match en pay-per-view après plus d'1 an et demi. Non, je déconne, mais c'est un petit peu ça parce qu'en fait, si on regarde bien, Bray Wyatt et Randy Orton ont été blessés. Certes, mais surtout ils n'ont plus une seule victoire en solo depuis Battleground 2015. Bray Wyatt avait battu Roman Reigns et Randy Orton avait battu Sheamus à Battleground 2015. Ça fait 15 mois bientôt,
bientôt 15 mois qu'ils ont plus une seule victoire en solo. Donc voilà, aucune victoire en 2016 pour les deux. Il y a juste une petite parenthèse, Bray Wyatt a gagné le match Six-Man Tag Team Match à TLC 2015 contre la team ECW avec la Wyatt Family. Voilà, alors rien que pour tous ces points-là, pour moi, ça peut pas prétendre à apparaître dans le main event. Bray Wyatt c'est un jobber de luxe et Randy Orton s'est fait démonter dans son dernier match en pay-per-view en solo par Brock Lesnar. Et c'est un main event. C'est là où je voulais en venir. Pour moi, ce pay-per-view est un peu construit à la manière je suis bourré, je sais pas quoi faire, donc je note tout ce qui me vient en tête. Limite, ça a été fait avec le cul, quoi. Donc pour moi, ça me plaît pas. Et le fait qu'on dise oui, mais il y a le débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump. Non, on s'en fout. Je veux dire, imaginez les gars qui vont acheter des DVD qui savaient pas qu'il y avait le débat présidentiel. Ils vont se dire, bah, c'est quoi, ce show est construit comment? Au niveau du match, j'ai marqué, c'est vraiment bof, ça m'a pas plu. J'ai marqué, alors là je suis désolé à tous les fans et je pense à Mater KO, Randy Orton n'a plus sa place en main event de pay-per-view et limite dans un pay-per-view c'est vraiment soft, c'est pas possible, c'est trop léger. Randy Orton n'est plus trop à la hauteur. Est-ce que c'est une mauvaise passe? J'en sais rien. Mais pour moi, il est plus à la hauteur. Ce mec qui est rouillé. Ça se voit. Et surtout, enfin, on l'a vu plusieurs fois dans le match, même si le match n'a pas été très très long. On le voit lorsque Bray Wyatt veut faire c'est quoi? C'est une sorte de senton bombe. Et que Randy Orton s'enlève et que Bray Wyatt s'écrase sur les marches en acier. Orton s'enlève 15 secondes à l'avance. Limite, Bray Wyatt était même pas encore parti. Enfin, je veux dire, quand t'es Randy Orton, que t'as combien? 13 titres majeurs, que, non, pour moi, c'est pas possible. Alors, 13, 12, 13, enfin bref, on s'en fout. Quand t'es là depuis plus de 10 ans, plus de 12 ans à la WWE, tu peux pas faire des erreurs comme ça. Pour moi, c'est pas possible. Et c'est là qu'on voit que Randy Orton est très clairement rouillé. Voilà, sinon, pas de prise ouf. Le match est assez lent, très peu rythmé. Et beaucoup trop court pour moi pour être un main event. J'ai marqué, il se termine quand même avec une bonne surprise, c'est le retour de Luke Harper. Le public l'a acclamé, j'adore ce public. Et la présence de Steve, putain, donnez-lui le titre de la WWE contre Styles, bordel. J'imagine Cena battre Styles, devenir 16 fois champion du monde, et Luke Harper battre Cena après une rivalité contre Bray Wyatt. Je suis déjà tout fou rien que d'y penser, ce serait juste énorme. Vraiment, Luke Harper a une présence de dingue. Limite, comme il a aidé Bray Wyatt à se relever. Bray Wyatt est tellement paru faible ces derniers mois que Luke Harper a pratiquement les épaules pour être le leader très très facilement pour moi. Donc, vraiment, WWE ne faites pas la même erreur qu'avec Bray Wyatt avec Luke Harper. J'espère juste que Luke Harper sera digne d'être champion de la WWE, il le mériterait tellement pour moi. Bref, au niveau du match, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Voilà, donc si on additionne les notes de ces 7 matchs et qu'on divise par le nombre de matchs qui est 7, on arrive à la note de 6,9 sur 10, qui est pas terrible. Je crois qu'il a la place 46 sur 61, parce qu'il y a déjà 2 pay-per-view qui sont déjà faits, mais que je vous ai pas encore mis en ligne. Donc ouais, 46e place ou 47e, je sais plus, c'est pas terrible. Très clairement moins bon que les deux derniers, donc qui étaient Backlash et Clash of Champions. À voir, je pense que l'Innocel le battra très facilement. On verra bien comment ça se passe. Il est pas mauvais, mais pour moi, très clairement, ce qu'il faut retenir de ce pay-per-view, c'est le retour de Luke Harper, le match opener, donc pour le titre de la WWE, et le match pour le titre intercontinental, qui est pour moi le match de l'année pour le moment. Voilà, dans le main roster. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view en commentaire ainsi que ma vidéo, si vous êtes d'accord avec moi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Je suis là, je réponds à tous vos commentaires encore une fois, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, vous savez que ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve donc pour les Over the Results, on se retrouve en fin de mois pour Clash of Champions. N'oubliez pas, les vidéos pronostics reprennent pour justement ce pay-per-view là, donc enfin le retour des vidéos pronostics. Et pour les prochaines vidéos, normalement, on se retrouve demain pour le deuxième épisode de The Road Champion. Voilà. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.